d'être à ce rendez-vous, d'être à ce panel. D'autant plus que je le partage avec des gens que je connais, que j'estime, que j'admire à la limite et pour qui j'ai déjà eu, je pense, à le dire. Autant que ce soit Biran, que ce soit les deux Biran d'ailleurs, autant Biran Salam que Biran Djoum, que ce soit Yassine que je suis depuis un bon temps quand même si on ne s'est jamais parlé, et toi-même Gorgui qui, je le répète, hein, je le réaffirme, tu es mon grand, un grand qui m'inspire énormément de par sa pondération et sa sagesse. Je vais essayer d'aller vite, malheureusement pour des contraintes professionnelles, je vais devoir quitter à 12h30 ce panel. Je vais essayer d'aller vite. La tâche m'est d'autant plus facilitée parce que euh, les précédents speakers ont déjà dit beaucoup de choses super intéressantes sur lesquelles je suis à 100% aligné. Hein. Pour me présenter rapidement, moi, c'est Ousseynou. Après des études au Britannique militaire de Saint-Louis, je suis allé à l'Université Gaston Berger pour une licence en droit et sciences politiques. Après 3 ans, j'ai pu obtenir cette licence. J'ai fait une année de césure pour travailler dans une ONG qui s'appelle Ashoka, qui accompagne les entrepreneurs sociaux un peu partout en Afrique, autant francophones qu'anglophones. Après cette expérience professionnelle, j'ai rejoint Paris pour un master en sciences politiques, notamment spécialisé en communication des ONG, des associations, des institutions publiques, des institutions internationales, en relations publiques également, tout ce qui est public relation. J'ai eu la chance, après ce master, d'intégrer Google France, où j'ai été pendant 2 ans, euh, pendant quelques mois d'abord comme assistant chef de projet. Très rapidement, je pense que j'ai eu 1 mois et demi sur ce poste et ensuite je suis passé chef de projet plein où l'idée c'était de déployer un programme RSE de Google qui s'appelle Google Atelier numérique en France, donc dans une quarantaine de villes en France. Donc j'ai pu travailler sur ce programme pendant quasiment 2 ans à temps plein et j'ai pu beaucoup apprendre également de cette belle entreprise qui est Google, hein, de ce genre du numérique qui est Google. Parallèlement à ça, depuis 2016, je suis ambassadeur jeunesse pour l'UNESCO, donc je mets le plaidoyer euh, au sein de l'UNESCO sur des questions, sur des thématiques phares qui concernent l'UNESCO, notamment l'éducation, l'employabilité et l'éducation, et également la culture de la paix. Donc, on a eu affaire à un certain nombre de pays avec l'UNESCO pour porter ce plaidoyer. Autant on a été en Russie, en Arabie Saoudite, au Burkina Faso, au Cap-Vert, etc. Dans pas mal de pays pour porter ce plaidoyer, pour discuter avec les jeunes, se rendre compte de la grande capacité d'innovation des jeunes actuellement partout dans le monde, mais spécifiquement en Afrique, hein, et de voir éventuellement comment les politiques publiques et comment les politiques internationales menées par le système des Nations Unies, mais pas que par aussi de grandes ONG, comment on peut venir en appui à ces types de proactivité de la jeunesse. Depuis janvier, je suis de retour à Dakar. Je travaille pour une organisation qui s'appelle Africanov, qui accompagne des incubateurs. Vous avez beaucoup parlé des incubateurs, c'est notre métier. Nous, on accompagne les incubateurs à se créer, mais aussi à se renforcer, à se professionnaliser pour accompagner les entrepreneurs et pour accompagner l'innovation dans nos écosystèmes. Africanov, aujourd'hui, c'est une communauté de 85 SAI, 85 incubateurs répartis dans 23 pays d'Afrique. Donc, au sein d'Africanov, je suis responsable de cette communauté et également de la communication. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content. C'est un sujet d'actualité qui est extrêmement crucial actuellement. Je vais juste peut-être refaire rapidement un petit décor du contexte. Depuis mars, je pense, l'OMS a déclaré euh, le coronavirus comme une pandémie mondiale, c'est-à-dire qui touche quasiment tous les continents, avec de forts impacts sur les structures économiques, sociales et culturelles, et politiques également d'ailleurs, tant qu'on y est. Donc ça, c'est important à savoir, mais ce que je veux dire,
c'est qu'avant le coronavirus, on était déjà dans un monde extrêmement volatile, extrêmement incertain, extrêmement mouvant. Donc ça, il faut que vous l'ayez déjà en tête. Il faut que vous vous disiez que ce n'est pas le coronavirus qui nous a mis dans, voilà, qui a apporté ce besoin de vouloir pivoter, de pouvoir innover. On était déjà dans un monde incertain. Dans le domaine du management, on parle de VUCA, on parle de méthode VUCA, VUCA. C'est un acronyme pour dire que nous sommes dans un monde volatile. V comme volatility, U comme incertitude, c'est-à-dire incertitude, C comme complexité, complexité, et A comme agilité, donc agile. Donc, avant même le coronavirus, nous étions déjà dans un monde VUCA, dans un monde volatile, incertain, complexe et agile qui poussait déjà à innover en permanence. Moi, je me rappelle chez Google, mais un des principes phares, autant dans le recrutement que dans le travail au quotidien, c'était la capacité à innover. Il faut tout le temps innover. Même quand ton produit marche, même quand tout est nickel, il faut se dire que dans un an et demi, pour le même produit, on risque d'avoir des évolutions d'habitude de consommation. Donc, il faut que le produit consomme. Aujourd'hui, on est sûr que le moteur de recherche Google qu'on voit en 2020, je suis sûr que sera différent du moteur de recherche Google qu'on verra en 2021, sera différent du moteur de recherche Google qu'on verra en 2022. De la même manière, Facebook de 2020 est différent de Facebook de 2021, sera encore différent de Facebook de 2022. C'est inéluctable parce que ces gens-là cherchent tout le temps à s'adapter aux habitudes de consommation qui évoluent par nature. Donc, on était déjà dans ce contexte-là. Ça, il est extrêmement important de le rappeler, d'où l'importance de toujours impulser cette innovation-là. Je me rappelle toujours de ces deux citations-là, des deux géants de l'entrepreneuriat dans le monde. Une première citation de Steve Jobs qui disait que lui, on ne lui a pas demandé de créer un smartphone, on ne lui a pas demandé de créer un iPhone. Personne n'a dit je veux un iPhone. Voilà. Lui, il a créé l'iPhone. Les gens voulaient juste des téléphones portables qui soient plus rapides, plus user-friendly, plus simples à utiliser. Lui, il a créé l'iPhone. Donc, il est parti, il a été en mesure de détecter des besoins, même voilà, genre, on les appelle des besoins tacites. Ce sont des besoins tacites. Ce sont des besoins dont l'utilisateur lui-même n'a pas conscience. Il y a Ford Ocean qui a créé la voiture Ford, une des premières marques de voitures modernes, qui disait que personne ne lui a dit je veux une voiture avec un levier avec un levier de vitesse, accélérateur, frein et embrayage. Personne ne s'imaginait que c'est possible. Les gens, ils voulaient juste des calèches plus rapides, plus confortables. Voilà. Les gens voulaient juste ça et certains ont été des pionniers et ont créé la voiture. Ce sont des gens qui ont été en mesure de détecter des besoins latents. Voilà le bon mot. Ce sont des besoins latents. Ce sont des besoins qui existent et qui ne s'expriment pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avant même le coronavirus, nous étions dans un monde où on était dans une course vers l'innovation. Il fallait tout le temps innover. Il fallait que les entreprises soient des machines à innovation, des machines qui soient capables chaque année de sortir un nouveau produit. Aujourd'hui, on le voit dans cette guerre qu'on peut avoir entre l'iPhone et le Samsung, par exemple. Ce qui nous ramène à un sujet dont on a beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé l'intervention d'Éric. J'ai beaucoup également aimé l'intervention des autres qui ont un peu parlé, qui ont un peu abordé ce sujet, c'est des compétences. Pour innover, il faut des compétences et ces compétences, c'est notamment des soft skills. Ce sont des compétences douces, c'est du savoir-être, ce sont des qualités humaines. Et aujourd'hui, on a un système éducatif qui n'est pas forcément à la pointe de la formation sur ces compétences-là. On est encore sur des compétences très obsolètes. Je suis désolé de le dire. On est encore sur des compétences obsolètes, sur un système qui est très vieillissant. Je pense, heureusement, il y a des écoles privées qui parviennent à sortir leur épingle du jeu. Ça relève après un autre sujet, c'est la question de l'égalité des chances, où ce sont les enfants de riches qui vont avoir accès peut-être à des compétences modernes,
Et les enfants qui n'ont pas les moyens vont avoir malheureusement droit à des compétences qui sont obsolètes, qui sont aujourd'hui absolument pas du tout demandées par le monde de l'entreprise, complètement dépassées par la vie de l'entreprise. Et voilà, donc ça nous ramène aussi à ce sujet, bien sûr, de l'éducation. Donc voilà le monde dans lequel on était avant février 2020. Donc c'était déjà un monde assez challengeant, voilà, assez mouvant, assez complexe. Le coronavirus est venu en février-mars 2000 avec un principe qui est simple, hein, c'est qu'en période de crise, une des choses les plus importantes, c'est de savoir prendre les bonnes décisions. Il est encore beaucoup plus important de savoir prendre les bonnes décisions rapidement. J'insiste sur rapidement. Il faut savoir prendre les bonnes décisions rapidement. Ce qui revient bien sûr à ces principes d'agilité, à ces principes de VUCA, voilà, de design thinking. Tout à l'heure, Biran en a parlé. Cette capacité à prendre rapidement des décisions, à faire du test and learn. De toute façon, une décision, quand elle est prise rapidement, même mauvaise dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Pourvu qu'on ait d'ailleurs cette agilité, pourvu qu'on se dise d'ailleurs qu'aujourd'hui, je prends une décision, c'est peut-être une bonne ou une mauvaise décision, je ne sais pas, je vais tester, apprendre de ce que je vais tester et améliorer. D'ailleurs, dans une période de crise, on aime bien, genre, dans une prise de décision en crise, genre, on aime bien dire qu'une bonne décision en janvier 2020 peut être une mauvaise décision en janvier 2021. Donc, la décision, quoi qu'il en soit, il faut la prendre vite et il faut être dans une démarche de test and learn, pas dans une démarche d'inflexibilité, d'immobilisme, mais d'être dans une démarche d'ouverture, de flexibilité et de se dire qu'on va tester pour apprendre une fois que la décision a été prise. Ce qui suppose, bien sûr, d'avoir un esprit entrepreneurial qui soit apte à supporter ça. Et moi, c'est plutôt ce qui m'intéresse dans ce débat-là. C'est-à-dire comment on peut pousser les entreprises sénégalaises, les entreprises locales à avoir ce mindset agile, à être propice à l'innovation. Comment une entreprise sénégalaise peut peut avoir une culture de l'innovation. On a beaucoup parlé de l'innovation. J'ai super adoré l'intervention de mes prédécesseurs qui ont beaucoup parlé d'innovation. Bien sûr, c'est la clé. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est comment on innove, comment on pousse des entreprises à innover. Voilà, ça, c'est un point qui est super important. Moi, je pense que ça passe. Je peux donner là quelques tips, quelques astuces, quelques points que j'ai pu recueillir par-ci, par-là dans mon expérience professionnelle, mais aussi dans le travail de plaidoyer que je mène avec l'UNESCO. D'abord, bien sûr, la clé, ce sont des ressources humaines. Il faut que les ressources humaines aient cette compétence-là et cette volonté-là à innover. Il faut que ce soit des gens qui ont ce mindset entrepreneurship, qui savent vite s'adapter. Il faut que ce soit des gens qui ont des compétences en matière de decision making. Il faut que ce soit des gens qui soient innovants, qui soient agiles, qui soient souples, qui aient une certaine flexibilité cognitive, etc. Ça, c'est important. La clé, une des clés, ce sont les ressources humaines. Aujourd'hui, on a même tendance à privilégier ces types de compétences-là, agilité, flexibilité, adaptabilité, esprit d'innovation, collaboration, esprit d'équipe, à des compétences, à des diplômes, à des masters. Moi, j'hésiterais carrément entre un gars qui a un doctorat et un gars qui a un bac, mais qui a prouvé, qui a fait des choses, qui est agile, qui est souple, qui sait s'adapter, qui sait flairer, qui a une intuition, qui sait détecter les bonnes opportunités, qui sait être dans une démarche de test and learn. Ça, c'est sûr. Donc, ça, ce sont des choses qui peuvent être importantes. Ensuite, une fois qu'on a ces ressources humaines, il faut les mettre dans un environnement qui soit propice à ça, qui soit propice à l'innovation. Ça ne sert à rien de recruter Biran Salan et de le mettre dans un environnement entre quatre murs où, de toute façon, il ne peut pas exprimer son talent. Sur ça, j'ai aussi des points que j'ai pu voir chez Google, mais aussi dans le travail de plaidoyer que je fais avec l'UNESCO. C'est d'abord les locaux, être dans des locaux qui soient inspirants, qui soient accueillants,
qui puisse favoriser l'interaction, la collaboration entre les collègues. Ça peut être un point important. Il faut aussi que l'entreprise promeuve la culture de l'innovation. Il ne faut pas que l'entreprise freine les employés qui souhaitent innover. Je vous donne des exemples simples que vous pouvez avoir dans les GAFA, généralement dans les GAFA, autant chez Google, mais pas que chez Google, chez Facebook, chez Amazon, chez plein de grosses structures aujourd'hui, on a cette pratique entrepreneuriale qui promeut l'intrapreneuriat, c'est-à-dire l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise. Chez Google, on avait par exemple on a le projet 20% chez Google, c'est-à-dire chaque employé peut prendre 20% de son temps, généralement c'est le vendredi, pour dédier ce temps-là à une activité qui lui plaît pour innover dedans. C'est dans ce cadre que plein de projets Google sont nés, que plein de produits Google que vous utilisez aujourd'hui sont nés, que les Google Cardboard sont nés, ce sont des casques de réalité virtuelle Google qui sont nés, que je pense que Google Maps est né d'un projet 20%. Voilà, ce sont des gens au sein de Google qui disent, moi le vendredi, je travaille sur ce que je veux, j'ai envie d'innover, j'ai une idée en tête et j'ai envie de mettre ça au sein de l'entreprise. Donc, il faut que les entreprises promouvent aussi et mettent en place des mécanismes qui puissent promouvoir cette capacité d'innovation-là. Autre point, c'est la culture du test and learn et la culture du design thinking. Comment aujourd'hui on est dans des entreprises libérées, on les appelle des entreprises. Allô, Gorgui? Allô, allô? Oui. Gorgui, désolé, est-ce que tu peux, j'ai eu une panne de connexion, est-ce que tu peux me dire là où j'en étais? Oui. Excuse-moi, attends, je me connecte. Allô, c'est nous? Bon, Oui, à un Gorgui. moment donné, on t'entendait plus parce Ok. qu'il y avait des coupures, quoi. Ok, est-ce que tu peux me dire à partir d'où on m'entendait plus? Les différents modèles d'identification. Ok, les différents modèles pour promouvoir la culture de l'innovation. Absolument. Ok, parfait. Donc, j'étais parti sur un premier modèle, c'est les projets 20%. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. C'est-à-dire, je donne l'exemple de Google et même des autres boîtes GAFA Exact. Ok, donc vous m'avez bien entendu sur ça. L'idée, c'était de dire qu'il faut donner le droit au sein de vos entreprises, aux employés d'innover, d'avoir du temps pour innover, d'avoir du temps pour impulser leurs propres idées d'intrapreneuriat au sein de l'entreprise. Deuxième modèle, je pense que je voulais parler du deuxième modèle. Du troisième modèle, c'est du test and learn. C'est comment on favorise l'agilité. Et je disais qu'aujourd'hui, c'est un enjeu crucial pour les entreprises de promouvoir l'agilité. L'agilité, c'est tout simplement cette méthode qui te permet d'être innovant. Point final. C'est ce qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, comment on parvient qu'on soit une entreprise comme Natango? Là, c'est plus simple quand on est une startup quand on est une startup d'innover. Mais comment aussi pour de grosses boîtes, pour des boîtes à 100 personnes, 50 personnes ou même plus, ou bien pour des boîtes qui sont vieilles, d'avoir une certaine capacité à impulser l'agilité. Aujourd'hui, on le voit, de plus en plus de boîtes comme la Société Générale, comme Total, voilà, quand vous allez dans leurs locaux, voilà, vous avez l'impression d'être chez Google, quoi. Je ne sais pas si vous êtes allé chez Total qui se trouve aux Almadies, mais vous avez des fauteuils avec des pneus, vous avez des coussins,
Quand vous allez à la Société Générale, vous avez à peu près la même démarche au niveau du siège. Quand vous allez chez Sonatel avec le nouveau siège là, c'est aussi ça. C'est aussi comment on impulse, même quand on est vieille de 500 années, même quand on est une entreprise vieille de 500 années ou de 50 années ou de 100 années et qu'on fait 2000 personnes, comment on fait pour impulser en nos sein une culture de l'innovation. Et ça passe par l'agilité, ça passe par les locaux, ça passe par promouvoir la culture, ça passe par promouvoir cette culture de l'innovation et cette culture des nouvelles méthodes de management, que ce soit l'agilité ou le design thinking. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Tout ça, dernier levier, tout ça, ça passe par un point, par un principe sacro-saint, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Malheureusement, on est né dans un monde francophone où on a extrêmement peur d'échouer. On a tellement peur d'échouer qu'on est dans l'immobilisme, qu'on ne fait rien en fin de compte. Moi, je me rappelle quand j'étais chez Google, à chaque échec, on faisait une fête en fait. On est content d'échouer. À chaque échec, on fait un pot avec des jus, avec des bonbons, avec tout. On est très content. Les directeurs, tout le monde se mobilise. On est très content d'avoir échoué parce que ça montre qu'on a tenté quelque chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'échec, on apprend beaucoup de choses de l'échec. L'échec est beaucoup plus... On apprend beaucoup plus de l'échec que de n'importe quelle autre méthode pédagogique ou apprentissage. Chez Google, par exemple, Google Photos est né de l'échec de Google+, qui était le réseau social de Google, qui a été un échec, qui a été fermé. Par contre, de Google+, on a appris l'importance pour les utilisateurs d'avoir quelque part où stocker leurs photos. C'est Google Photos, parce que c'était la seule fonctionnalité qui était utilisée à fond par les utilisateurs. Donc, on apprend beaucoup de l'échec. Et j'aime bien aussi je vais vous donner deux citations là qui m'ont beaucoup marqué aussi sur la culture de l'échec. Il y a toujours Steve Jobs qui disait que quand on n'est pas déçu au moment de sortir son produit, c'est parce qu'on l'a sorti trop tard. Et que c'est extrêmement normal de sortir un produit et d'être déçu de son produit. Là ne se trouve pas le problème. Le problème, c'est de se dire, OK, j'ai sorti un produit, je suis peut-être déçu de ce produit, mais ce n'est pas grave, c'est une V1, c'est une version 1. Il y aura une V2, une V3, une V4, etc. Et d'être tout le temps dans cette démarche d'amélioration continue. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être super important. Une autre citation qui m'a aussi marqué, c'est quand on dit qu'en fait, le job d'une startup à sa première année, c'est de faire rapidement le maximum d'erreurs possible. En fait, une startup qui naît, son job, parce que puisque dans la startup, il n'y a que 5 personnes, donc ce n'est pas méchant s'il y a des échecs, ça n'impacte pas beaucoup de personnes. On est encore sur un modèle économique qui n'est pas gigantesque, ce n'est pas grave. Il faut tenter le maximum de choses possibles. Si ça échoue, on saura que ce n'est pas cette voie qu'il faut prendre, c'est cette voie qu'il faut prendre, point final. Et que le job d'une startup, en ses débuts, c'est de prendre le maximum, c'est de faire le maximum d'erreurs possibles. Parfois, on va tenter des choses et ça va réussir aussi. L'idée que je vous dis, c'est pas aussi de créer une startup et de faire que des choses qui, a priori, vous semblent mauvaises. Il ne faut pas faire ça. Mais voilà. Mais juste pour vous dire que ce n'est pas méchant, c'est absolument pas méchant du tout. C'est pas grave de faire des erreurs et qu'il faut surmonter cette barrière psychologique, culturelle qu'on a, qui est l'échec. On s'en fout en fait. On a échoué, on a plein de choses à apprendre de l'échec. Et il faut que les entreprises également soient dans cette dynamique, fassent confiance à leur personnel, à leurs employés, etc. Une fois que tout ça est réuni, une fois qu'on est dans les bonnes conditions, qu'on a les bonnes ressources humaines pour innover et qu'on a un espace qui est propice à l'innovation, ce qui est important, c'est aussi d'aller vers les marchés où il y a véritablement une forte demande. Et Beran Diouf a fait une excellente intervention sur ça. Effectivement, après Covid, il y aura un monde avant Covid et un monde après Covid, ça c'est sûr, et les marchés seront différents. Dans le monde après Covid, et heureusement, bon, ça c'est un peu philosophique après, je suis convaincu que le Covid vient aussi pour nous dire de tous faire une pause, de tous nous dire, les gars, vous étiez dans une mauvaise route, vous étiez dans des produits qui n'avaient pas une forte valeur ajoutée, vous n'étiez pas dans les besoins primaires et essentiels de la vie humaine. La Covid vient aussi nous rappeler qu'on a des problématiques sociales de base que l'entrepreneuriat n'est pas encore parvenu à résoudre. C'est notamment les problèmes d'accès à l'eau, c'est notamment les problèmes
d'accès à la santé. Comment on fait pour que Tambacounda, Ziguinchor, Saint-Louis, Matam, Bakel, Ourossogui, tous puissent avoir accès à des soins de santé, puissent potentiellement être bien fournis, bien préparés à ce type de crise-là. On a parlé tout à l'heure de l'accès à la technologie numérique. La COVID est venue nous montrer qu'on a deux Sénégal. On a un Sénégal où les élèves, où les jeunes qui viennent des parents riches peuvent avoir une continuité scolaire parce qu'ayant des ordinateurs portables, ayant le Wi-Fi, et où on a un autre Sénégal où les jeunes ne peuvent pas avoir de continuité scolaire parce que n'ayant pas de... désolé. On appelle alors que j'étais en partage de connexion. Allô? Oui, c'est bon. Allô, c'est bon? OK, parfait. Donc, je voulais conclure en disant que la COVID vient aussi nous rappeler ces principes-là, de retourner à un entrepreneuriat de base qui n'est pas déconnecté de nos réalités. Il ne faut pas créer 1000 applications, les gars, ça n'a pas de sens. On a des problématiques de base primaires qui concernent profondément les Africains. C'est l'agriculture, c'est l'accès à l'eau potable, c'est l'accès à l'éducation, l'accès à la technologie numérique pour tout le monde, l'accès à des soins de santé, l'accès à l'assainissement. Vous savez que l'assainissement, c'est le premier facteur qui tue plus que beaucoup de maladies, en fait. N'hésitez pas à suivre les actions de la Fondation Bill et Melinda Gates dans ce sens-là. Mais voilà, donc l'idée, c'est aussi d'aller vers ce nouveau marché-là. On a les bonnes ressources humaines. On a mis en place des leviers qui permettent à l'entreprise d'être dans une démarche de test and learn, d'agilité et d'innovation. Et enfin, on va vers les nouveaux marchés, vers les marchés importants, vers les marchés cruciaux qui peuvent véritablement nous permettre d'impulser un certain changement au niveau de notre continent. La bonne nouvelle dans ça, c'est que c'est très cool. On a Nathan Service qui est en train de faire des choses gigantesques sur ça. Il y a plein d'entrepreneurs, plein de jeunes au Sénégal, en Afrique, qui mettent en place des actions pour impulser ce changement-là. C'est dire qu'on a véritablement, en fin de compte, la main. Nous sommes des acteurs de ce que nous voulons, de cette Afrique que nous voulons, de cet entrepreneuriat à impact que nous voulons. Et je vais peut-être terminer par cette situation qui dit que la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de construire l'avenir, c'est d'être un acteur de cet avenir-là. Merci Biram pour l'invitation. Merci à tous les copanélistes pour les interventions brillantes. Et je vous souhaite une très bonne continuation pour cette initiative. Et voilà, je reste à votre disposition. Je vais quitter là, mais si vous avez des questions, au plaisir d'y répondre par écrit, par mail. Tu pourras leur donner mon adresse mail, Gorgui. Et de toute façon, demain, je suis là aussi pour parler 30 minutes pour beaucoup plus en profondeur sur Police Asso et sur ce que nous tentons de faire, nous également à notre niveau, pour impulser le changement. Merci beaucoup.